Alors on va commencer à l'heure, puisqu'on est toujours à l'heure aux Utopiales. Il y a 1 heure de conférence, il faut être à l'heure pour toute la suite qui s'enchaîne, donc on va pas, je vais essayer de ne pas dépasser l'heure. Merci à vous d'être venus si nombreux, pour vous faire téléporter, parce que c'est un peu ça qui va se passer normalement, selon mes plans. Si tous mes plans se passent comme prévu, normalement vous êtes sur quelque part, à la fin de cette conférence, où on va donc parler de téléportation, et commencer par cette image évidemment très connue de Star Trek où Beam us up Scotty, en fait une phrase qui n'a jamais été prononcée réellement dans les épisodes, mais enfin des choses qui y ressemblent. Il y a eu Beam me up qui a été prononcé, il y a eu Scotty beam us up dans l'autre sens. Mais enfin l'idée c'est que on puisse se retrouver transporté physiquement, là des humains en l'occurrence, d'un endroit à un autre sans franchir toutes les étapes spatiales intermédiaires entre le point de départ et le point d'arrivée. Alors on va faire dans cette conférence, il y aura, je vais disons discuter parfois rapidement, parfois un peu plus longuement de différentes façons de faire, et je vais surtout m'étendre un peu, c'est ça qui risque de vous téléporter, sur ce qu'on appelle la téléportation quantique. Mais avant de commencer, on va d'abord discuter de l'origine du mot, voir que c'est un mot finalement qui a été inventé, qui vient, je ne vais pas dire de la science-fiction, mais enfin disons de l'imaginaire, de cet écrivain américain qui dans un livre, un écrivain qui s'intéressait aux phénomènes paranormaux, ce qu'on appelle les phénomènes paranormaux, et qui essayait de les expliquer, de les comprendre, de les recenser. Et il a fait l'hypothèse qu'il existait une force qui permettait le transport, et cette force, il l'appelait téléportation. C'est la première occurrence du mot, 1931. Ce mot ensuite a eu un grand succès, et en 2004, il est rentré dans le Petit Larousse. Donc il a fallu un certain temps quand même pour qu'il arrive dans le dictionnaire, mais il a eu un grand succès, et notamment, bien sûr, avec la série Star Trek, où on voit des personnages se dématérialiser et puis réapparaître ailleurs. Alors, il y a plusieurs façons de faire de la téléportation qui est montrée. Alors, je vais utiliser plutôt des images de films, parce que ça donne des images, ça donne des petits extraits, ça donne l'effet visuel de ce qui se passe. Alors, un des premiers effets, c'est la magie. Alors, 2 exemples. Le premier dans Harry Potter, ce qui s'appelle le transplanage. Alors voilà l'effet du transplanage, ça s'appelle apparition and disapparition. Vous avez vu, c'est assez efficace. Zoup, on disparaît, hop, on réapparaît ailleurs. Bon. Il y en a un autre qui fait ça très bien, c'est celui-là, Diablo, dans X-Men 2. Regardez, on lui tire dessus, il fait des plans, hop, il disparaît, boum, il réapparaît. Voilà. Et il y a un petit nuage noir, vous avez le même petit nuage noir. C'est la même chose, c'est pas de la magie, là, c'est des super pouvoirs, mais il y a ce petit nuage noir. Bon, alors ça va être vite expédié, c'est de la magie, ça relève d'un monde qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas le mien, ça relève d'un monde dont je ne connais pas la physique, donc j'ai rien à en dire. Ça commence bien, cette conférence. Je n'ai rien à en dire, parce que pour pouvoir parler d'un monde, il faut encore que je connaisse ses lois de ce monde, de ces mondes magiques ou de ces super pouvoirs, je ne les connais pas, je n'ai pas de moyen d'expérimenter dessus, et donc je ne peux rien en dire. Et quand je fais, en tout cas dans ma pratique de diffusion des connaissances, l'usage de la science-fiction comme vecteur de diffusion des connaissances, justement, comme pratique aussi de la science, eh bien je fais à chaque fois l'hypothèse que le monde, fût-il Star Wars, fût-il des mondes incroyables, eh bien il obéit aux mêmes lois que les miennes. Et ces lois, je les connais ici et maintenant, et j'ai essayé de les appliquer, de comprendre ce que je vois. Donc là, ça relève explicitement de pouvoirs et de magie qui ne relèvent pas de mon monde, donc j'ai pas grand-chose à en dire. C'est emmerdant, ça commence mal. Mais ça va s'arranger après. Parce que la deuxième façon de se téléporter, alors c'est pas une téléportation aussi instantanée qu'on les voit dans celle-là, avec le transplanage ou avec les pouvoirs de Diablo, et d'autres encore, hein, dans Doctor Strange aussi, ils font des petits gestes, ça crée un portail, ils font un pas et hop, ils sont sur l'Himalaya. Vous vous rappelez de ça, dans peut-être ceux qui ont vu Doctor Strange? Pareil, ça relève d'un pouvoir ou d'une magie qui me dépasse assez largement. Alors la deuxième chose, c'est le déplacement dans l'espace. D'un point à un autre, mais plus vite que le déplacement habituel, qui nécessite de passer le chemin le plus court d'un point à un autre, la ligne droite, et là on prend un portail. Alors évidemment, il y a l'exemple de Stargate. Alors voilà comment ça se passe dans Stargate. Il y a le portail qui s'ouvre, vous vous rappelez de ça dans le film. On voit d'ailleurs de très beaux effets hydrodynamiques, qui sont des effets hydrodynamiques réels probablement. Ils ont dû vraiment tourner ça et le monter pour que ça se passe. Là, on a vu un vortex hydrodynamique. Et puis à la fin, il y a le portail qui est là, comme une eau calme. Et puis on passe à travers et ça y est, on franchit des distances considérables dans l'espace et dans le temps. Une autre solution, le trou de verre. Là, on le voit, il est juste là au centre. Hein, il est, vous voyez, à peine visible là. Vous avez reconnu que c'était dans le film Interstellar. Où là,
c'est une façon de voyager de notre galaxie à une galaxie lointaine en passant à travers une zone de l'espace-temps particulière. Alors là, l'idée, c'est de trouver une manière de raccourci dans l'espace, et même on pourrait dire dans l'espace-temps, pour que la durée du voyage soit beaucoup plus courte d'un point à un autre. C'est le petit dessin qui est fait par Omidi dans le film, où sur une feuille, là, il prend l'analogie bidimensionnelle de notre espace à 3 dimensions. 2 points sont séparés sur la feuille. Si vous courbez la feuille, eh bien, vous n'avez plus qu'un petit chemin à faire pour rejoindre ces 2 points, au lieu de faire le long chemin qui était dessiné sur la feuille. C'est pas tout à fait de la téléportation, mais ça y ressemble un peu. Dans le film Jumper aussi, on voit des effets comme ça. Alors là, les personnages apparaissent et disparaissent, et il y a des évocations de trous de verre et de choses qui seraient à la Interstellar. Dans Interstellar, c'est fait de façon beaucoup plus plausible, parce que c'est un film qui a été, dont le conseiller scientifique a été Kip Thorne, qui était un physicien américain spécialiste de relativité générale, et qui a eu le prix Nobel avec d'autres physiciens pour la découverte directe des ondes gravitationnelles. Et donc, ça, cette fois-ci, le coup du trou de verre, ou disons du portail, du raccourci spatio-temporel, ça fonctionne. En fait, en 1935, Einstein et Rosen ont proposé qu'il existe une façon de connecter 2 régions de l'espace-temps a priori distantes. Alors d'où ça vient cette affaire? Et pourquoi Einstein est dans l'affaire? Alors il est dans l'affaire parce qu'Einstein il est à l'origine de 2 théories de la relativité restreinte, qui est une théorie de l'espace et du temps, et de sa généralisation pour inclure la gravitation, la relativité générale, qui est une théorie donc de la gravitation qui va englober celle de Newton. Et là où Newton pensait la gravitation comme une force entre 2 corps massifs, une force attractive, universellement attractive entre 2 corps massifs, Einstein décrit la gravitation, cette fois-ci, comme une déformation de l'espace-temps. Et cette déformation, si on la considère dans toutes ses conséquences, il y a des conséquences que Einstein a tout de suite calculées. La première, c'est que le mouvement de Mercure ne sera pas exactement comme il devrait être selon la théorie de Newton. Le périhélie, ça veut dire le point de l'orbite de Mercure qui est au plus proche du Soleil, doit se déplacer avec un certain angle à chaque orbite que Einstein a calculé et qui collait parfaitement aux observations, ce qui n'était pas le cas des calculs de Newton. Deuxièmement, la lumière est déviée. La lumière qui, habituellement, en théorie classique, n'est pas sensible à la gravité. Là, elle va être sensible à la gravité, car la gravité est une déformation de l'espace dans lequel elle se déplace, et donc elle va suivre ces déformations, et une ligne droite, entre guillemets, ne sera plus droite. Ça sera ce qu'on appelle une géodésique, une ligne de plus court chemin, qui n'est plus, effectivement, strictement la ligne droite. Et on peut donc imaginer, puisque l'espace devient déformable, l'espace-temps devient déformable, devient mou, on peut imaginer de le déformer en mettant des masses à des endroits différents, de sorte que l'on puisse bien faire ce qui est imaginé par Einstein et Rosen en 1935, ce qui est décrit dans le film Interstellar, l'idée que pour aller vite d'un point à un autre, on imagine souvent qu'il faut y aller à grande vitesse, c'est pour ça qu'on dit aller vite, mais ce que vous voulez faire en réalité, c'est pas aller vite de Paris à Marseille. Ce que vous voulez faire, c'est d'aller en un temps court de Paris à Marseille. Et que la vitesse soit grande, peu vous importe en réalité. En pratique, comme la distance de Paris à Marseille est fixée, eh bien vous vous dites, pour aller de Paris à Marseille en un temps court, il faut que j'augmente ma vitesse. Et donc vous commencez à dépasser les vitesses limites des radars, pour que le temps soit court. Mais ça, c'est une vision très simpliste des choses. Puisque l'espace-temps est déformable, prenez Marseille, tirez Marseille à vous, faites un pas, relâchez Marseille, hein, grossièrement schématisé. Sur la Terre, c'est pas facile, la Terre est un objet solide qui n'est pas déformable, mais dans l'espace-temps, c'est ça l'idée, déformez l'espace-temps, contractez-le devant vous, on montre qu'il faut aussi le dilater derrière, et vous allez pouvoir vous déplacer en déformant l'espace, en créant devant vous une manière de trou gravitationnel, de puits gravitationnel dans lequel vous allez tomber spontanément, et simultanément, vous serez poussé par l'arrière par une bosse gravitationnelle. Ça, c'est un mode de déplacement qui a été imaginé dans les années 90 par un physicien mexicain qui s'appelle Miguel Alcubierre, et une façon de se déplacer en tant que vaisseau, mais là, ce n'est pas notre point. Là, on veut se déplacer en prenant une manière de portail. Le trou de verre, 1935, c'est exactement ça. La possibilité de créer, par déformation de l'espace-temps, un chemin nouveau, plus court que le chemin naturel, que la ligne droite, disons, si on était dans un espace euclidien. Alors, ce pont de Einstein-Rosen a été rebaptisé trou de verre
par John Wheeler. John Wheeler, qui est un physicien américain, aussi spécialiste de la gravitation, de la relativité générale, et qui a été un grand spécialiste de ce qu'on pourrait appeler le design sémantique. C'est lui qui a forgé le mot trou noir, c'est lui qui a forgé le mot trou de verre, c'est lui qui a formé l'expression hit for bit pour désigner l'information, pour parler d'information, de matière, des liens entre matière et information. Ça s'appelle un trou de verre à partir de 57. Et cette structure, elle est montrée instable. En fait, il y a un pincement qui se crée entre les deux jonctions, les deux croix que Romilly superpose dans le film. Eh bien, on peut créer une manière de tunnel, mais il y a un pincement qui vous empêche de passer et qui rend la structure instable. Et puis, en 89, Kip Thorne, justement, et puis Mike Morris, un de ses étudiants, montre qu'en fait, un trou de verre, on peut le stabiliser et on peut le rendre traversable. Au sens, vous pouvez le traverser et survivre à la traversée. Parce que bien sûr, quand vous allez dans une région d'espace-temps qui est très fortement déformée, vous allez subir une gravité importante, mais ce n'est pas ça le point le plus important. Vous allez subir des variations de gravité entre ici et là. La gravitation n'est pas une force uniforme, ça va dépendre de la courbure, qui n'est pas la même ici et là. Et si ces variations sont importantes, ça crée ce qu'on appelle des forces de marée, ce qu'on appelle en théorie newtonienne des forces de marée, et vous allez être éventuellement déchiré par ces forces de marée. Donc traverser un trou de verre, ce n'est pas une opération sans danger si aucune précaution n'est prise, en particulier de rendre le trou de verre traversable. C'est-à-dire qu'en tout point de ce tunnel, eh bien, on a des forces de marée qui ne vous détruisent pas. Alors, pour le rendre traversable, c'est un peu compliqué, parce qu'il faut invoquer un type de matière exotique qui n'existe pas, plus exactement dont on n'a jamais vu la moindre trace dans l'univers, dont l'énergie de masse est négative. Et la matière ordinaire, son énergie de masse est positive. Donc déjà, vous voyez que c'est compliqué. Cet objet-là, il est pensable, c'est-à-dire on peut, à partir de la relativité générale d'Einstein, créer, vous dessinez le plan et vous déduisez quelle distribution de matière il faut pour avoir ce plan. Pour ça, il faut être capable de manipuler des objets comme des trous noirs de matière ordinaire et des trous noirs de matière exotique. Donc vous voyez, il y a une matière on n'a pas vu la trace, et par ailleurs, il faut être capable de manipuler des trous noirs. Par exemple, un trou noir de la masse de la Terre, pour vous donner une idée, c'est une petite sphère qui fait 9 mm de rayon. 9, c'est une bille, c'est un calot. 9 mm de rayon, c'est la masse de la Terre. Et bien sûr, si vous voulez plus gros, plus massif, eh ben, c'est des choses plus grosses. Le Soleil, si c'était un trou noir, 3 km de rayon. Donc au final, le trou de verre, c'est quelque chose qui est pensable, mais c'est pas facile à faire. Et quand dans Jumper, le gars, il passe d'un coup à l'autre, d'un point à un autre, de la rue au coffre-fort de la banque pour rapter les billets, on doute qu'il puisse créer, enfin on ne sait pas comment il fait, encore une fois, pour créer si vite un tunnel, ce raccourci spatio-temporel. Et petit supplément, mais là, c'est pas dans le thème, c'était plutôt dans celui de l'année dernière, Kip Thorne et Mike Morris ont montré qu'un trou de verre pouvait, sous certaines conditions, être transformé en machine temporelle. Vous pouviez créer un décalage temporel entre l'entrée et la sortie, et donc du coup faire un chemin qui vous permet de faire une boucle, qui vous permet, ce qu'on appelle une boucle temporelle fermée, qui vous permet de revenir dans le passé de l'instant de votre départ. Alors en fait, la téléportation telle qu'on l'imagine, enfin, telle qu'on la voit dans Star Trek, elle se passe en fait en 3 étapes. Il y a une étape qu'on imagine de scanner, ça veut dire on prend l'information de l'objet à téléporter, ou de l'humain, ou de l'être vivant, mettons de l'humain à téléporter. On envoie l'information ailleurs, et ailleurs il est reconstruit. Alors ça pose tout de suite des tas de problèmes, évidemment. L'un de ces problèmes, c'est si on ne fait pas d'efforts particuliers, il y a 2 fois l'humain. Il a été dupliqué, il a été cloné, pas au sens de la génétique, mais en fait, disons, il a été dupliqué, il a été copié, comme dans une machine, une imprimante 3D. Vous aviez un objet, il était sous forme numérique, vous aviez un objet réel, vous l'avez scanné, transformé en une image 3D, et vous l'avez imprimé, vous en avez fait une copie dans la matière. Alors du coup, ça pose la question de s'il y en a 2, quand c'est des morceaux de sucre, bon, tout va bien. Quand c'est des lingots d'or, vous êtes super content. Quand c'est des humains, vous faites quoi? C'est qui le vrai? Lequel il faut garder? Alors, il y a tout un tas d'histoires autour de ça. Donc le problème de cette duplication va se poser. On va voir qu'en physique quantique, le problème va être réglé très efficacement. Alors d'abord, un peu d'histoire quand même, parce que cette histoire de téléportation, même si le mot date des années 30, 1930, en fait, l'idée qu'on puisse déplacer un corps humain, ça vient un peu avant. Il y a ce monsieur qu'on ne connaît pas bien, en fait, parce qu'il est américain, et à une époque, 19e siècle, milieu du 19e, où la science-fiction,
enfin ce qui s'appelait pas encore la science-fiction, qui s'appelait pas d'abord, ça s'appelait Jules Verne, ça s'appelait Wells, ça s'appelait Poe, eh bien, qui s'est ensuite appelé le merveilleux scientifique au début du XXe siècle, eh bien, il y avait ce monsieur aux États-Unis qui écrivait des choses qui relevaient de la science-fiction et qu'on ignore en fait assez souvent. Et dans The Man Without a Body, il imagine le transfert d'un personnage grâce à une machine, et avec un problème qui se produit, l'inventeur expérimente sa machine sur lui, mais il a un problème, et il n'y a que la tête qui est transmise. D'où The Man Without a Body. Ouais, ça vous rappelle quelque chose? Vous allez revoir dans un instant. Une autre possibilité a été discutée, ça c'est par, je montre un livre extrêmement intéressant sur l'histoire, sur la biographie de Norbert Wiener, qui est un des pères de la cybernétique, et qui écrivait ça dans un de ses livres. Il est conceptuellement envisageable de transmettre un être humain à travers une ligne télégraphique, sous-entendu par un moyen de transmission, une ligne télégraphique par exemple, mais n'importe quel moyen de transmission électromagnétique ou autre. On peut transmettre un être humain, pour l'instant, ça semble impraticable, mais ce n'est pas pour autant que c'est inconcevable. Alors la science-fiction adore les idées pour l'instant impraticables et peut-être inconcevables, mais pas inconcevables, parce qu'elle les met en scène, elle en fait des histoires incroyables. Et donc on le voit même avant Wiener, l'idée qu'un humain pourrait être transformé en information, donc finalement on le scanner, transmettre cette information par un canal, et puis reconstruire l'humain ou l'objet, si c'est un objet, à l'autre bout de la chaîne. Alors ça, évidemment, c'est ce qui se passe dans La Mouche de Cronenberg. D'ailleurs, à 11h en Solaris, le film est projeté. Vous voyez, ça a été pensé cette année, le programme. Tac, vous sortez, paf, vous foncez, vous avez La Mouche. Normalement, tout le monde est là. Enfin, j'espère. Et donc, il n'y a pas la queue, vous n'avez plus qu'à courir le plus vite possible. Non, non, courez pas, c'est dangereux. Hein. Et ça sera reprojeté à un autre moment. Donc. Et donc, dans La Mouche, voilà ce qui se passe. Donc, on lance la téléportation. Il y a un compte à rebours, un grand classique, hein, le compte à rebours. L'idée du compte à rebours, d'ailleurs, incidemment, ça vient de 1929. Fritz Lang, Une femme dans la Lune, pour le décollage de la fusée dans Une femme dans la Lune. C'est ça qui a fondé le premier compte à rebours de toute l'histoire et de l'histoire du cinéma. Donc le personnage se met dans sa machine. Alors l'astuce, c'est qu'il n'est pas tout seul, il y a une mouche avec lui. Donc le scan ne se fera pas que sur le scientifique. Vous remarquez qu'il est nu, vous allez voir qu'il est nu, donc on ne peut pas tout téléporter, pas toutes les affaires dans Star Trek, tout le matériel va avec la personne. Encore le petit compte à rebours qui arrive. Il est nu, c'est un peu Adam et Ève, enfin pas Ève mais Adam. Il y a la mouche. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, allez le voir, c'est super. C'est un peu de la SF horrifique, hein, donc pour les jeunes gens, les plus jeunes, ça peut faire un peu peur. Il y a un éclair, ça se fait, vous voyez, en une fraction de seconde. Et à l'autre côté, ça n'a pas été très loin. Bon, évidemment, il y a un peu de fumée, si j'ose dire, quelque chose pour que ça soit spectaculaire. Et le personnage sort de l'autre côté. Il y a deux cabines. Alors là, vous voyez qu'il faut deux cabines. Hein, c'est pas je suis ici, et je me reconstruis là-bas ou là-bas ou là-bas. Là, il faut deux objets. Ça veut dire que si vous voulez vous téléporter sur Alpha du Centaure, ben, il faudrait transporter une des cabines d'abord sur Alpha du Centaure et après faire la téléportation. Donc c'est techniquement un tout petit peu plus compliqué. C'est relativement pratique. Il suffit de mettre une cabine chez soi, une cabine, je sais pas, à son bureau. Enfin, c'est peut-être pas l'endroit on a le plus envie de se téléporter, mais enfin aux Utopiales, et bouc, le public apparaît d'un coup dans beaucoup de cabines, et voilà, et après on repart tranquillement. Donc ça, c'est la téléportation, vraiment, l'objet, l'humain en l'occurrence, est donc détruit à l'endroit d'où il part. Il faut bien réaliser, c'est que là, vous venez d'assister à un meurtre. C'est pas gore du tout, mais le gars a été détruit à l'endroit où il était et reconstruit. Il s'est retrouvé ailleurs. Donc il y a vraiment eu une destruction d'humains. Alors, je ne résiste pas aussi à l'envie de vous montrer cet extrait-là dans le Prestige de Christopher Nolan, et puis parce que ça fait hommage aussi à notre invité de l'année encore, Christopher Priest, avec le roman éponyme dont le film a été tiré. Et là, on utilise alors une machine à Tesla qui est un inventeur incroyable au niveau de l'électricité, qui a une aura incroyable. Et là, pareil. Le personnage disparaît, lui dit mais il fait que disparaître, c'est quoi cette affaire là? C'est foutez de ma gueule, c'est pas possible, c'est pas un tour de magie, juste la disparition, il faut qu'il se passe quelque chose. Et voilà la personne téléportée qui se retrouve ailleurs, derrière lui, qui revient. Alors, en fait, dans le film, je ne vais pas tout vous spoiler le film, d'ailleurs pour le spoiler ça va être un peu compliqué parce qu'il est long à spoiler, mais là l'idée c'est que le personnage a été dupliqué. D'accord? Et il y a toute une astuce, il est deux fois là. Et donc il faut
Pour qu'il n'y ait qu'un seul original, il faut faire quelque chose. Et ça a des conséquences. Bon, donc là on voit, il y a la téléportation avec copie, la téléportation sans copie. La téléportation avec copie, elle pose le problème de l'identité, qui est le vrai personnage, et qu'est-ce qu'on fait du double. Et puis, plus techniquement, parce que là maintenant on finit de rigoler, 20 minutes de discussion générale, maintenant, normalement vous devriez commencer à vous soulever légèrement d'ici 10 minutes, et après vous allez tous disparaître. On peut s'amuser à calculer la durée du transfert. En essayant d'estimer un corps humain, c'est combien d'informations. Il y a des gens ici dans cette salle, très grands maîtres en génétique, qui pourraient corriger mes calculs, mais l'idée, quel que soit le nombre quelle que soit la façon dont on calcule, c'est beaucoup de temps. C'est-à-dire essentiellement, on peut calculer combien il y a d'informations dans le génome humain, on estime de l'ordre du gigaoctet. Oui, c'est pas beaucoup finalement, mais c'est tout petit. Ça tient dans une cellule, c'est replié dans un truc qui fait l'ordre du micromètre de taille. Déplié, un brin d'ADN, ça fait 2 mètres de long, mais ça a la taille nanométrique, c'est une molécule. On estime que le stockage du cerveau humain, c'est 3 pétaoctets, 10 puissance 15 octets. Tourner une vie humaine complète, c'est-à-dire 100 ans à peu près, de la naissance à la mort, tourner toutes les secondes, tous les instants d'une vie humaine, tout ce que vous faites, ça veut dire plein de trucs sans intérêt évidemment, et plein de trucs super intéressants, ça prend à peu près 10 puissance 15 octets. D'accord ? Donc ça veut dire une vie humaine complète, c'est 10 puissance 15 octets, voilà la capacité de stockage du cerveau humain, le pétaoctet. Le pétaoctet, c'est des capacités de stockage qui sont maintenant courantes dans les grands systèmes de stockage informatique, le CERN par exemple, ou Google, etc., tous les grands systèmes de stockage. Il y a 40 000 milliards de cellules dans le corps humain. Si on veut spécifier la position de chacune de ces cellules, il faut aussi spécifier pas la position des cellules, mais aussi des atomes dont on s'est constitué. Ça fait beaucoup d'atomes. Et ces atomes, il faut spécifier leur position en 3 dimensions, imaginons que ça, et leur vitesse. Alors, leur vitesse, c'est pas beaucoup, parce que mes cellules, elles ne partent pas partout, mais ça bouge un peu. Il faut spécifier leur position dans un espace qu'on appelle l'espace des phases en physique, à 6 dimensions, position 3, vitesse 3. 1 octet par nombre, et c'est pas beaucoup, c'est pas hyper précis, eh bien, ça fait beaucoup d'octets. Il faut les coder. Alors, j'ai rajouté ça pour faire le savant, mais l'idée est que quand on va transmettre l'information, c'est bien gentil tout ça, mais il peut y avoir des heures de codage. Donc il faut que vous puissiez vous assurer qu'à l'autre bout, même s'il y a une erreur de transmission, s'il y a un problème à la transmission, ça arrive quand même correctement. Je mets ça pour y penser. J'ai mis le code de MX74 pour faire chic. Ça veut dire en gros, chaque 4 bits de données, chaque succession de 0 et de 1, un bit c'est 0 ou 1, vous en avez 4, il faut en rajouter 3 pour que s'il y a un problème de codage, vous puissiez reconstruire l'information initiale avec les 7. Il faut 7 bits pour encoder 4 avec certitude que ça se passe bien, même s'il y a un problème dans la transmission. Ça fait encore beaucoup plus d'octets. Je prends les meilleurs taux de transmission actuels, 400 gigabits par seconde, c'est les grosses dorsales transatlantiques. 400 gigabits par seconde, hein, c'est pas votre fibre chez vous. C'est pas mal la fibre, hein, mais c'est bien plus que ça. Ça, c'est dans les gros serveurs modernes. Voilà, 50 milliards d'années. Et si au lieu de 400 gigabits, c'est 1000 fois plus, 1000 fois plus, ben, au lieu de 50 milliards d'années, c'est 50 millions d'années. Voilà. Donc ça va prendre du temps. Donc une fois que vous avez décomposé votre humain, vous avez analysé la position de tous les bouts de l'humain, si tant est que les reconstruire exactement au même endroit, c'est-à-dire il faut la matière à l'autre bout, c'est pas si simple. Vous voyez, quand vous avez détruit l'humain à un endroit, vous avez scanné, donc vous avez d'une façon ou d'une autre, il faudra bien le détruire, sinon il y aura ce problème de l'identité, qui est le vrai, qui est l'original, et à l'autre bout, il faut la matière pour le reconstruire. Donc c'est non trivial, évidemment, c'est assez nettement non trivial de faire ça, à la fois parce qu'il faut la matière à l'autre bout, reconstruire un humain. Là, les gens de l'INSERM, ils vont vous montrer en impression 3D le bioprinting, l'idée qu'on puisse imprimer à 3 dimensions des tissus vivants. Pas des machins en plastique comme l'impression 3D. Là, ils vont vous le faire, j'imagine, en 3D plastique, si je veux dire, pas en bioprinting vraiment, ça se fait dans des conditions, j'imagine, très particulières. Mais voilà, on commence à savoir imprimer des tissus organiques, des tissus vivants en 3D. Bon, imprimer un humain complet, et puis une fois, c'est pas parce qu'on a mis les atomes et toutes les molécules et tout le bazar et toutes les cellules de bons endroits, est-ce que ça redonne un humain qui pense, avec les mêmes souvenirs, le gars, il sort, on l'a pas vu dans le film, dans La Mouche, mais il sort, il prend son singe, qui lui saute dans les bras, et il lui pose, est-ce que c'est bien moi? Enfin, il se pose lui-même la question de son identité. Il n'y en a plus qu'un seul, l'original n'est pas dans la boîte de départ, mais il se pose la question de son identité.
Donc là, c'est pour donner une idée qu'on peut faire des calculs et que ça aboutit à des nombres toujours considérables, sans parler des difficultés techniques. Donc avant de passer à la téléportation des humains, on peut se demander, on va passer à la téléportation d'un bit d'information. Une information élémentaire, on ne va pas chercher à faire les malins, on va commencer à juste téléporter une information plus simple. Et ça, on va, à partir de maintenant, et ça sera la fin pour vous, normalement, et c'est là où vous êtes tous téléportés, la téléportation quantique. Cette expérience de physique qui a été imaginée en 93, je mets derrière la copie de l'article pour vous dire, voyez, regardez les noms. Alors d'abord, les noms des physiciens, Charles Bennett, Brassard, etc., des Anglais, Américains, Québécois, qui ont travaillé, qui ont eu cette idée, comment on pourrait réaliser cette téléportation quantique, qui ressemble à la téléportation au sens intellectuel à la téléportation telle qu'on l'a discuté. Il y a un objet ici, on est capable d'en faire une copie ailleurs, et l'objet original n'est plus là, et c'est ailleurs qu'il est. Il y a plus de problèmes d'identité, on va le voir. Et regardez, dans la liste dans le titre, il y a Einstein, Podolsky et Rosen. Il y a encore Einstein et Rosen. Il y a des gars quand même, ils collent, vous voyez, comme ils sont là, ils sont tout le temps là, ils sont vraiment bons, quoi. Alors, avant de comprendre ce que c'est la téléportation quantique, il faut comprendre ce que c'est l'intrication quantique. Avant de comprendre ce que c'est l'intrication quantique, il faut comprendre un peu de mécanique quantique. Et il faut comprendre un truc qui s'appelle le théorème de non-clonage quantique. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc d'abord, les objets quantiques, ça ne vous surprend pas, ils sont étranges. Je ne veux pas dire mystérieux ou incompréhensibles, on les comprend, simplement ils sont étranges parce qu'ils violent, si j'ose dire, ils ne sont pas en accord avec nos perceptions quotidiennes. Alors les perceptions quotidiennes, c'est quoi? C'est d'abord, il y a des particules. Ça, c'est la physique du 19e siècle. Il y a deux catégories d'objets en physique, les particules et les ondes. Les particules, on peut les compter, elles sont discrètes, 1, 2, 3, 4. Les ondes, on ne peut pas les compter. C'est quelque chose qui est continu. Du point de vue de la spatialité, une particule, elle est ici, ou elle est là. Une onde, elle est partout. Et du point de vue de la trajectoire, la particule, elle fait sa trajectoire compliquée, soumise à l'ensemble des forces qu'elle subit, alors que l'onde, elle est partout, elle se propage en toute direction et en tout point, et à tout temps. Et puis, il y a les objets quantiques. Je ne vais pas rentrer sur pourquoi on en est arrivé là, mais les objets quantiques, ils ont un peu ces deux mondes à la fois. On peut les compter, ils sont étalés, et ils n'ont pas de trajectoire. Ce que je ne vais pas essayer de vous argumenter tout ça, parce que c'est déjà un cours... pour argumenter ça, ce serait déjà un cours élémentaire de physique quantique. On va juste dire c'est comme ça. Les objets quantiques sont violemment non classiques, on peut les compter, ils sont étalés, et on ne peut pas définir de trajectoire. Alors qu'en physique classique, soit on peut les compter et ils sont localisés, soit ils sont étalés et on ne peut pas les compter. Et ils n'ont pas de trajectoire, et dans l'autre cas, ils en ont une. Donc, les objets quantiques ne sont à la fois ni des ondes ni des corpuscules, c'est ni des objets ponctuels ni des ondes, mais ils nous font croire qu'ils sont l'un et l'autre. Selon la façon dont on va discuter le système, c'est de la lumière par exemple, on va voir la lumière se manifester parfois comme une onde, les ondes électromagnétiques, parfois comme un corpuscule, ce qu'on appelle le photon. Et l'objet quantique lumière n'est ni l'un ni l'autre, ni l'un et l'autre, il nous fait croire qu'il est parfois l'un, parfois l'autre, mais c'est un objet qu'il faut penser en tant que tel, différent des objets habituels de la physique classique. Un peu comme si vous voulez penser un ornithorynque, en anglais il s'appelle molduck, le canard taupe, bah, c'est sûr il a un cul de taupe et un avant de canard. Mais ce n'est pas un canard taupe, c'est un ornithorynque. Il faut créer un nouveau mot pour désigner cet être qui n'est ni un canard, même s'il a un l'arrière-train, ni une taupe, ni un canard, même s'il a un avant qui ressemble un peu à un canard. Et puis il a plein d'autres trucs bizarres. Alors en physique quantique, il y a plusieurs règles qu'il va falloir avoir en tête et qui vont nous servir pour comprendre la suite. Première règle qu'on appelle principe de superposition. Quand vous avez deux états d'un objet quantique ou deux objets quantiques, vous pouvez superposer les états et ça donne un nouvel état admissible. Et à l'inverse, n'importe quel état d'un système quantique peut être décrit comme superposition d'états fondamentaux. Alors si on prend par exemple des électrons, les électrons peuvent avoir une particularité qu'on appelle le spin. Ce spin, il peut être en haut ou en bas. Et j'ai dit le petit dessin avec la flèche en haut, c'est le spin en haut, la spin en bas. Et on peut faire ce qu'on appelle une combinaison linéaire, une addition avec des coefficients. Les coefficients, c'est A et B, et on les additionne. Il y aura que des additions et des multiplications.
Et des notations bizarres, mais c'est des petits dessins. Donc c'est pas très clair, c'est juste une façon de formaliser ce que je dis en français. Un atome, la petite case avec l'étoile dedans, ça veut dire il s'est désintégré. Un atome radioactif, il peut être tel qu'il est, ou il s'est désintégré en autre chose, il s'est transformé en un autre atome. Alors il peut être soit désintégré, et ça c'est la petite étoile, soit il n'est pas désintégré, c'est la petite boîte vide. Vous avez une boîte avec un atome radioactif dedans. Il s'est désintégré ou il ne s'est pas désintégré. Tant que vous n'avez pas regardé, vous ne savez pas. Et il y a des coefficients attribués, qu'on peut attribuer à chacun de ces états. Un qubit, un bit quantique, ce n'est pas 0, ce n'est pas 1. C'est les deux à la fois, non, c'est une superposition de ces deux états. Si vous avez un système composite, si vous prenez un électron avec un atome pas désintégré ou pas, ben, vous les prenez les deux à la fois, vous mettez dans une boîte sans les regarder, l'état qui va décrire ces deux à la fois, s'ils sont complètement séparés, eh bien ça va être le produit des deux états, la multiplication des deux états. Et puis si vous faites une opération, les opérations de mesure en physique quantique en particulier, sont des opérations qu'on appelle linéaires. Ça veut dire si vous mesurez sur l'ensemble, c'est la même chose que faire la somme de la mesure sur les parties, quand elles sont superposées. Vous avez l'ensemble, qui est la somme de deux états, vous mesurez sur l'ensemble, ça revient à mesurer sur un bout, plus mesurer sur l'autre bout. D'accord? Ça vous va pour l'instant? Vous sentez? Vous allégez là normalement. Ce n'est que le début. Mais ça va s'arranger après, vous allez voir. Une mesure, c'est quoi une mesure? Eh bien, c'est vous observez votre système, vous le trouvez dans un état. Vous ne le trouvez pas dans deux états à la fois. Vous ne trouvez pas le bit quantique 0 et 1 et mélangé, je ne sais pas quoi. Il est soit 0, soit 1. Quand vous faites la mesure, vous trouvez un état. Donc l'état quantique, il est multiple, mais quand vous faites la mesure, il y a un état. Et donc, un système quantique est dans un état unique, mais des mesures différentes vont donner éventuellement des résultats différents. Et différents en quoi? Eh bien, c'est la règle de M. Born. M. Born qui nous dit, voilà, si je reprends l'électron qui était dans un état en haut ou spin en bas, eh bien, à chaque état est associée une probabilité qui est justement le coefficient qui est devant, ou le carré, en fait, du coefficient qui est devant. Donc, un système quantique, il est dans un état. Quand on fait une mesure, on a des résultats différents, pas n'importe quel résultat, ceux qui sont possibles, et à chacun de ces résultats, on peut attribuer une probabilité. Et cette probabilité, c'est le coefficient qui est devant le développement. Et quand on a fait la mesure, le système quantique était dans l'état superposé, spin en haut, spin en bas, je fais la mesure, je trouve l'électron spin en haut, il est spin en haut. À partir de maintenant, il l'est. Et puis, il va évoluer gentiment. Bon, il y a ce petit dessin de Dilbert, où on peut avoir des projets qui sont à la fois totalement successful et même pas commencés. Ça, c'est pour ceux qui veulent faire dans le boulot. Vous dites, oui, mon projet, il est dans un état superposé de parfaitement réussi et pas encore commencé. Mais on ne sait pas encore lequel. Mais surtout pas de mesure, parce que sinon, ça va projeter on va vérifier quelque chose. Alors, si vous pensez que tout ça, ça fait peur, vous lisez ça. Vous lisez ça parce que dans ces 4 œuvres-là et dans d'autres, mais j'ai cité celles-ci parce qu'elles sont particulièrement fortes, les deux de Greg Egan, enfin deux nouvelles de Greg Egan et un roman, et puis David Walton, Superposition, qui est en poche maintenant, mais qui a été initialement édité par ActuSF, eh bien, on trouve ces effets de mécanique quantique transposés à l'échelle macroscopique. Et par exemple, un des personnages de Superposition se retrouve dans un état superposé, à l'échelle du personnage, et non pas cette fois-ci à l'échelle des objets microscopiques, des électrons, des photons, des atomes, des objets du monde microscopique. Donc ces 4 œuvres-là, elles utilisent explicitement, enfin quand je dis œuvres, les 2 nouvelles Garde-Frontières et l'Assassin Infini. L'Assassin Infini qui se duplique un certain nombre de fois en faisant des plans, et Garde-Frontières, il y a une partie de football quantique chez des Immortels. Je vous conseille la lecture de la partie de football quantique chez les Immortels. Elle n'est pas facile à comprendre. Le ballon a une probabilité de présence dans les buts, et pour marquer un but, il faut que cette probabilité de présence soit suffisamment élevée. Il faut que la mesure, est-ce que le ballon est dans les buts, donne une probabilité suffisante pour dire but. En football classique,
le ballon, il est dans les buts ou il n'est pas dans les buts. Ça se voit, c'est un objet ponctuel, localisé, c'est un objet classique. Là, c'est un ballon quantique. Alors, la téléportation quantique, la téléportation classique, je scanne, je transmets et je reconstruis à l'autre bout, elle est impossible avec un objet quantique. Parce que scanner, ça veut dire connaître son état, et connaître son état, c'est interagir avec lui et le projeter dans une mesure. Quand on était dans l'état superposé, vous allez trouver, pour un bit quantique qui vaut 0 ou 1, vous allez trouver 0 ou vous allez trouver 1. Et avant la mesure, il était dans un état indéterminé auquel vous pouviez associer des probabilités éventuellement, mais faire la mesure, ça change son état. Donc si vous vouliez projeter l'état superposé, le simple fait de le scanner, si j'ose dire, ça le modifie. Donc vous ne risquez pas de téléporter l'état d'avant, vous l'avez modifié. Le simple fait de le scanner. Donc ça, la téléportation classique pour un objet quantique, ce n'est pas possible parce que la mesure modifie l'état. Alors, la téléportation quantique, ça serait quoi? Je vais l'appeler T. Et à gauche, j'ai une boîte avec un petit rond. Le petit rond, c'est ce que je veux téléporter. La boîte, c'est l'objet tel qu'on le voyait dans la mouche. Et puis, à droite, j'ai un autre état inconnu à partir duquel je vais produire l'objet téléporté. Si j'applique T à ce système composite, l'objet à téléporter dans la boîte, un tas de matière qui est quelque part, qui va devenir l'objet, j'obtiens un état composite qui est la boîte vide et l'objet téléporté. L'objet téléporté, c'est le petit rond qui était dans la boîte et la boîte, elle est devenue vide. C'est clair la notation? J'en ai chié pour essayer d'imaginer ça. J'espère que c'est clair. Enfin, en tout cas, j'essaie d'expliquer. Si c'est pas clair, désolé. Alors, si on prend maintenant un état superposé, deux états A et B, j'applique T de A plus B. Alors, j'ai enlevé la boîte avec le petit rond pour ne pas avoir à écrire A plus B dedans. Eh bien, on obtient la boîte vide et puis A plus B ailleurs. Et vous vous rappelez qu'une opération en physique quantique doit être linéaire. T de A plus B, c'est T de A plus T de B. Alors T de A plus T de B, ça fait T de A plus T de B. T de A, c'est la boîte vide avec A téléporté. T de B, c'est la boîte vide avec B téléporté. Je peux factoriser la boîte vide et ces deux états, vous voyez, calculés tel que ça doit être et calculés en respectant une des règles de manipulation de la physique quantique, j'obtiens les deux mêmes états. Donc cette possibilité-là, elle est jouable en mécanique quantique. Il n'y a pas de contradiction, on va le voir. Il y aura une contradiction dans un instant. Il y a une possibilité de contradiction qui va forcer la façon dont on va faire la téléportation quantique. Donc la téléportation quantique, elle n'est pas incohérente avec ces règles. L'idée qu'on puisse téléporter un état quantique, ce n'est pas incohérent avec les règles de la mécanique quantique, mais ça va détruire l'objet original d'une façon ou d'une autre. D'accord ? Et donc, ça ne sera pas une opération de clonage. On ne peut pas cloner un objet, comme on le voit dans le Prestige, par exemple. Alors, la téléportation, c'est différent du clonage. Alors, on peut s'en rendre compte d'une autre façon. Je vais vous démontrer un théorème de physique quantique. Le théorème de non-clonage quantique. Vous allez voir, vous allez ressortir de là, c'est fini pour vous la journée. Hein. C'est bon, on est prêt pour le non-clonage quantique. Après, c'est l'intrication. Et après, c'est la téléportation. Et là, c'est fini, vous y disparaissez. Vous dites, c'est plus jamais ça. Plus jamais les utopiales. Alors, le clonage, c'est quoi? Vous prenez un objet, il y a un tas de matière quelque part, et à la fin, vous avez l'objet et le clone, la reproduction de l'objet. Cette opération, je l'appelle C. Donc j'applique ça à un système composite qui est l'objet que je veux dupliquer, le tas dont va émerger la duplication, et puis j'obtiens l'objet initial et l'objet dupliqué. Et ça fait le clonage. Alors si j'applique ça à un système superposé A plus B, j'obtiens A plus B, A plus B. Évidemment, j'ai l'opération de clonage. Bon. Mais rappelez-vous, la règle de la mécanique quantique, c'est aussi la linéarité. Je dois pouvoir dire que cloner A plus B, ça serait comme cloner A plus cloner B. Ça, c'est ce à quoi vous vous attendez. Mais si vous... Donc, et cette chose-là, excusez-moi, je la développe, c'est un produit, hein, A fois A, plus A fois B, plus B fois A, plus B fois B. Je l'ai développé complètement pour voir la gueule qu'il a. Donc, normalement, cloner A plus B, ça doit être cloner A plus cloner B. Cloner A, c'est AA. Cloner B, c'est BB. Et vous voyez la différence qu'il y a entre l'opération du dessus et l'opération du dessous. Il y a une contradiction qui apparaît. Vous devriez avoir égalité
Et en définissant ce que devrait être l'opération de clonage, vous aboutissez à une contradiction. Donc l'opération de clonage quantique est impossible. C'est votre premier théorème de physique quantique, enfin, pour ceux qui n'en ont jamais fait. On ne peut pas cloner un système quantique. D'accord ? C'est impossible, c'est pas cohérent avec les règles de fonctionnement. Donc le clonage quantique est impossible, et du coup c'est pratique aussi, c'est-à-dire on ne peut pas faire la téléportation à la mode, je fais une duplication de la chose et puis je détruis l'original, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas dupliquer sans détruire, et donc ça supprime le paradoxe dont on parlait tout à l'heure, ce paradoxe d'identité. Si on sait faire quelque chose qui ressemble à la téléportation quantique, ça ne sera pas du clonage, et en plus de toute façon on détruira l'original. Donc il n'y aura pas de problème d'identité. Ça c'est bien, enfin c'est bien, c'est pratique. Donc maintenant, intrication quantique. Il faut comprendre ce que c'est un état intriqué en physique quantique. C'est à l'origine, cette notion d'état intriqué, à l'origine de ce qu'on appelle la deuxième révolution quantique. La première ayant lieu dans les années 50, la seconde ayant lieu là depuis les années, disons, 2000. Et lancée essentiellement par une manip de physique absolument spectaculaire d'Alain Aspect en 1980, qui a produit les premiers états intriqués. Et maintenant, on l'utilise couramment, enfin, dans l'informatique, ou dans l'informatique quantique, ou dans la recherche, évidemment, c'est couramment utilisé. Donc, on a parlé d'états quantiques superposés. En voilà un, en voilà un, en voilà un. 3 états quantiques superposés. On peut imaginer un état quantique que je vais appeler séparable, ça veut dire un truc que je pouvais factoriser, ces 2 états qui étaient le produit de 2. Là, j'en ai écrit un en développement, j'ai écrit un électron avec spin en haut, puis un électron dans un état superposé, et vous voyez que le spin en haut, la flèche en haut, je peux la factoriser. Elle est commune aux 2 termes. L'électron, il est spin en haut, et l'autre, il est spin en bas, ou il est spin en haut, et l'autre, il est spin en haut. D'accord ? Et j'ai ces 2 états, et je peux factoriser, je peux séparer ces 2 particules, une qui est spin en haut forcément, et l'autre qui est dans un état superposé, je peux les séparer. Il pourrait y avoir une situation qu'on appelle intriquée et non séparable, si on voulait le dire en français, où on est comme ça, où l'état superposé, c'est si l'un est spin en haut, alors l'autre est spin en bas, et si l'autre est spin en bas, alors le précédent est spin en haut. D'accord ? On ne peut pas, il y a une corrélation complète dans les 2 états. Si vous mesurez avec la probabilité A au carré que celui-là est spin en haut, alors l'autre, il est spin en bas. Et vous pouvez le faire. Et quand vous le faites, vous trouvez toujours une corrélation parfaite. Et à l'inverse, si vous mesurez avec une probabilité B au carré que celui-là est spin en bas, alors l'autre, il est forcément spin en haut. D'accord ? Et ça, ce qui est assez stupéfiant, c'est que ça se fait sur des systèmes qui peuvent avoir une extension spatiale aussi grande qu'on veut. C'est-à-dire, vous produisez l'état intriqué, il est produit là, dans la machine qui fait ça. Vous pouvez séparer les 2 objets, 2 photons par exemple, ou 2 électrons. Vous les séparez sur des milliers de kilomètres. Vous mesurez l'un, à l'autre bout on mesure l'autre, c'est toujours parfaitement corrélé. Si l'un est comme ci, l'autre est comme ça. Si l'un est comme ça, l'autre est comme ci. D'accord ? Il y a toujours une corrélation parfaite dans une mesure et l'autre mesure, aussi grand soit le système. Ça, c'est très curieux. C'est comme si je chatouille une particule et l'autre rit tout le temps. Mais quelle que soit la distance, on a l'impression que ça transfère de l'information plus vite que la lumière. Il n'y a pas de transfert d'information. On est dans une situation de physique quantique très particulière qui viole ce que nous, on appelle, en physique classique, le principe de réalisme local. Il existe une réalité indépendante de moi et un objet n'interagit qu'avec son voisinage. Eh bien, ce qu'on a comme aperçu de ce principe-là, qui fonde la physique classique aussi, qui est une partie fondatrice de la physique classique, eh bien, est fausse en physique quantique. Le principe de réalisme local est violé en physique quantique. Ça veut dire qu'on peut avoir des systèmes de grande taille, et quand on chatouille ici, ça rigole toujours là-bas, tout le temps, et instantanément. Mais il n'y a pas de transport d'informations. Tant que vous n'avez pas fait la mesure là-bas et ici, vous pouvez comparer les 2 informations, ben, vous n'êtes pas rendu compte que quand j'ai chatouillé ici, elle a rigolé là-bas. Et ce transfert d'informations d'un endroit à l'autre se fera à des vitesses subluminiques forcément. Le cas emblématique, c'est le cas du chat de Schrödinger. Vous mettez un chat dans la boîte avec l'atome. Vous fermez la boîte. Si l'atome se désintègre, ça déclenche un petit système qui déclenche un poison qui tue le chat. Le chat, il est mort ou il est vivant ? Eh bien, il est intriqué avec l'atome qui s'est désintégré ou pas. Si l'atome est désintégré,
Le poison est libéré, le chat est mort. Si l'atome n'est pas désintégré, le poison n'est pas libéré, le chat est vivant. C'est pas possible d'avoir le chat vivant et l'atome désintégré. Ou d'avoir le chat mort et l'atome pas désintégré. Ça n'est pas possible. D'accord ? Et c'est cette expérience du chat de Schrödinger où on intrique, alors là, un objet macroscopique, avec le coup du chat, évidemment, on se dit, mais ils se foutent de notre gueule, les chats, ils ne sont pas dans des états superposés, morts ou vivants. Le chat, il est soit mort, soit il est vivant. Oui, mais du point de vue de la description quantique, la boîte, tant que vous ne l'avez pas ouverte, le chat est dans un état superposé, soit de vivant, soit de mort, avec une certaine probabilité qui là est liée à la probabilité de désintégration de l'atome. Donc, comme je le disais, l'intrication peut être maintenue à distance arbitrairement grande et les Chinois ont envoyé un satellite qui produit des paires de photons intriqués qui sont envoyés à 2 bases terrestres séparées de 1200 km. Donc, les Chinois ont en orbite un satellite qui émet des paires de photons intriqués en continu et qu'on peut récupérer sur Terre et faire des plans avec. 1200 km la séparation des bases et on sait le faire. D'accord ? Donc, vous voyez le niveau maintenant technique auquel on est arrivé. La téléportation quantique, enfin, dans le dernier quart d'heure. Alors là, Alice, alors je vais prendre des objets macroscopiques pour faire la description plutôt que des électrons, des qubits ou des machins, parce que ce sera plus marrant. Et peut-être que ça permettra de mieux comprendre. Mais évidemment, il ne peut être question d'autre chose que d'objets microscopiques. On ne va pas le faire avec des chats ou avec une autre bestiole dont je vais parler. Donc Alice veut téléporter son chat vers Bob. Son chat, il est dans un état avec une certaine probabilité mort, une certaine probabilité vivant. C'est son état dans la boîte. Si elle l'ouvre, elle le constate, mais surtout, elle ne regarde pas, parce que si elle mesure pour dire mon chat, il l'est, ben, trop tard, l'état a disparu, puisqu'elle vient de le mesurer. Donc, elle n'observe pas son chat, il est dans la boîte, et elle veut que de l'autre côté, Bob, il ait un chat dans une boîte avec, ou qu'il ait un animal dans une boîte avec le même état quantique que le chat, qu'il soit mort avec une probabilité A au carré, ou vivant, ou l'inverse, mort avec une probabilité A au carré ou vivant avec une probabilité B au carré. Donc première chose, Alice et Bob ont partagé un étrai intriqué de mouches. J'ai dit des mouches plutôt que des souris, parce que sinon le chat bouffe la souris, ça devient plus compliqué. Des mouches, comme ça, c'est tranquille. Le chat ne va pas interagir avec la mouche. Un état intriqué de mouches, ça veut dire qu'il y a 2 mouches, mais si une mouche est vivante, si la mouche d'Alice est vivante, celle de Bob est morte, et si la mouche d'Alice est morte, celle de Bob est vivante. Je n'ai pas mis les coefficients devant, j'ai juste mis l'état superposé. Un état intriqué de mouche. Donc chacun a sa mouche, elles sont intriquées. Si Alice regarde sa mouche, il y a une certaine probabilité qu'elle soit morte ou vivante, et du coup elle connaît l'état de la mouche de Bob. Forcément, elles sont corrélées. Si la sienne est vivante, celle de Bob est morte, réciproquement. D'accord ? Donc il y a 2 choses. Il y a l'état que vous voulez téléporter, et il y a un truc supplémentaire, un qubit supplémentaire, qui est cette mouche, ou cet état intriqué de qubit, qui est une paire de mouches intriquées. Donc maintenant, qu'est-ce que va faire Alice ? Elle ne peut pas regarder que sa mouche, sinon ça concernera que les mouches. Elle ne peut pas regarder que son chat, sinon elle ne peut pas téléporter l'état du chat, puisqu'elle aura modifié son état en le regardant. Donc elle va mettre le chat et la mouche dans la même boîte. Mais elle n'ouvre pas la boîte du chat, elle prend la boîte du chat, elle met la mouche, elle ferme tout le monde. Donc elle regarde plus ce qu'il y a dedans. Et donc elle obtient un état, c'est 2 états a priori séparables. L'état chat-mouche, il est là. Et qu'est-ce que va faire Alice ? C'est là où elle est très maline. C'est qu'elle ne va pas faire une observation sur l'état du chat ou l'état de la mouche, elle va faire une observation qui va mélanger l'état du chat et de la mouche. Et elle va se poser des questions, ce qu'on appelle techniquement des mesures de Bell, Monsieur Bell. Je ne rentre pas dans les détails pourquoi ça s'appelle Bell, il a travaillé là-dessus. Il y a quelque chose qui s'appelle les inégalités de Bell sur l'objet intriqué. Là, sinon, je suis foutu si je dois parler de ça. Vous aussi, d'ailleurs. Déjà, vous sentez que c'est chaud. Hein. Quand est-ce qu'on est téléporté, alors ? On n'a toujours rien vu. Alors, elle va faire une observation astucieuse, Alice. Elle va faire une observation astucieuse. Elle va se poser la question suivante. Est-ce que le chat et la mouche sont dans le même état ? Voilà une question possible. Et cet état-là, que j'appelle C égale M, le chat et la mouche sont dans le même état, ça veut dire soit les chats et la mouche sont vivants, soit le chat et la mouche sont morts. C'est ça l'état qu'elle va mesurer. Elle ne va pas chercher est-ce que le chat est vivant ? Est-ce que la mouche est vivante ? Elle va mesurer est-ce qu'ils sont tous les 2 vivants ou tous les 2 morts ? Est-ce qu'ils sont dans le même état ? Et l'état correspondant, la mesure qu'elle ferait, l'état correspondant mesuré, c'est celui qui est là. Les 2 vivants ou les 2 morts. C'est les 2 possibilités. Elle peut se poser aussi la question, est-ce qu'il y a exactement un animal mort ? La mouche est morte, et pas le chat,
ou le chat est mort et pas la mouche. Alors voilà. Est-ce qu'il y a exactement un animal mort? Voilà une autre mesure qui ne mesure ni l'état du chat ni l'état de la mouche, mais un peu les deux à la fois. Elle peut se poser une autre question. Est-ce qu'il y a au moins un animal mort? Donc là, il y a trois possibilités. Soit le chat est mort et la mouche est vivante, le chat est vivant, la mouche est morte, ou les deux sont morts. Est-ce qu'il y a au moins un animal mort? Éventuellement les deux. Là, il y a trois possibilités. Et puis, dernière chose qu'elle peut se poser, est-ce que le chat est mort tout seul? Alors, j'ai mis comme petit logo un petit smiley, parce que le chat, il est content, il n'est pas mort tout seul. Il n'est pas mort isolé. Il est mort avec la mouche. Alors, soit il est mort et la mouche est morte, soit il est vivant et la mouche est vivante, soit il est vivant et la mouche est morte. Voilà les trois possibilités. Le chat n'est pas mort tout seul. Et vous avez vu qu'il y avait 4 états a priori. Pour le chat, mort et vivant. Pour la mouche, mort et vivante. Ça fait vivant-vivant, vivant-mort, mort-vivant, mort-mort. 4 états. Et là, il y a 4 mesures possibles qui n'interrogent pas directement le chat tout seul ou la mouche toute seule. Ça interroge les deux à la fois. On ne veut pas mesurer l'un ou l'autre, vous avez bien compris pourquoi. Si on mesure que le chat, on détruit son état. Si on mesure que la mouche, on s'en fout, ça ne concerne pas le chat. Donc il faut mesurer les deux à la fois. 4 questions possibles. Et l'idée, c'est que aucune de ces questions ne permet de déterminer simultanément l'état du chat et de la mouche, mais un mélange de ces deux états. Et elle va faire une mesure de Bell. De cette mesure, elle va la transmettre l'information à Bob. Et Bob, de cette information, va déduire comment il doit manipuler sa mouche pour quel est l'état du chat. D'accord? C'est ça le plan, la stratégie qui arrive. Ces 4 questions-là, ces 4 états-là sont complètement équivalents. Je le dis, ces 4 états-là sont équivalents aux 4 autres. Ça veut dire que mathématiquement, je peux exprimer ces 4-là en fonction des 4 autres. Alors ceux qui ne me croient pas, c'est écrit là, et c'est pas la peine de... Voilà. C'est-à-dire que je peux exprimer les uns en fonction des autres. C'est pas grave. Je dis que c'est des petits dessins. Il y a des smileys, vous voyez, tout n'est pas si dur dans la vie. C'est pour dire qu'ils sont complètement équivalents. Simplement, elle va choisir de faire une observation de son système qui n'est pas l'observation triviale, qui est une observation subtile, qui va mélanger la mouche et le chat. Et comme elle a mélangé la mouche et le chat, et qu'elle va faire une mesure sur la mouche et le chat, elle va donner cette information à Bob, et la mouche de Bob, elle va sentir la mesure qui a été faite sur la mouche et le chat. Parce que la mouche de Bob et la mouche d'Alice sont intriquées. Vous comprenez l'idée? Et donc, en sentant ce qui s'est passé, on va pouvoir connaître l'état du chat, l'état dont dispose Alice, donc je saute là-dessus, parce qu'on va y arriver directement. La mouche, si la mouche et le chat d'Alice sont dans le même état, alors la mouche de Bob est dans un état qu'on connaît. Il n'a pas besoin de le mesurer. Il sait que c'est dans cet état-là. Et cet état, parce que j'ai mesuré la mouche et le chat, il dépend du chat. Il n'y a plus qu'à manipuler l'état de la mouche de Bob, sachant ce à quoi vous attendez, pour retrouver l'état du chat. Vous avez compris l'idée? Je récapitule. Je saute les calculs parce que là, ça va vous épuiser définitivement. Mais à chaque mesure subtile d'Alice correspond un état de la mouche de Bob. Cet état de la mouche de Bob dépend de l'état du chat d'Alice, parce que Alice a fait une mesure mouche et chat en même temps. Si j'ose dire qu'il ne sépare pas les deux. Et en connaissant à l'avance l'état de sa mouche, parce qu'Alice lui dit ce qu'elle a vu. Alice lui dit « Ah, mais j'ai vu le chat, mon chat et ma mouche, ils sont dans le même état. Je les ai vus dans le même état. Ah, donc mon chat, il est dans cet état-là. Ou ma mouche, plutôt, excusez-moi, pour Bob, est dans cet état-là. Je manipule l'état de la mouche habilement pour qu'il soit dans le même état que le chat. Pour qu'elle soit dans le même état que le chat. D'accord? On transmet le résultat de sa mesure et Bob mesure. Voilà, donc c'est ça que je voulais dire là. Vous, Alice, informe Bob que au moins un animal est mort, elle regarde, elle pose la question à son système, c'est-à-dire elle observe son système avec un dispositif qui lui permet de savoir si au moins un animal est mort. La réponse est oui, au moins un animal est mort, alors Bob sait que sa mouche est dans un état donné, qui n'est pas l'état du chat. L'état du chat, ce serait A vivant plus B mort. Eh bien, il peut manipuler l'état dans lequel il doit aller à sa mouche pour avoir l'état du chat. Vous voyez le truc? C'est non trivial, ça veut dire qu'il faut vraiment avoir
un système à téléporter, un système intriqué, mélanger les deux et mesurer sur ces deux-là quelque chose qui n'est pas l'état de l'un ou l'état de l'autre, qui est un mélange de ces deux états, répondre à une observation de Bell, en faire une, n'importe laquelle, donner le résultat à Bob, et Bob, avec ce qui lui reste de mouche, sans la toucher, sans rien faire, il peut la manipuler sans l'observer, la transformer son état pour qu'elle ait le même état vivant-mort, avec les mêmes probabilités que le chat initial. Et s'il avait un chat, j'aurais pu prendre les états intriqués de chat. Voilà l'idée. Et la téléportation est réussie. Je la remets maintenant sous forme de graphique. Vous voyez qu'il y a Alice et Bob. Alice veut téléporter maintenant un qubit, 0 ou 1, superposé. L'état quantique de ça, elle ne peut pas le mesurer, sinon elle le met dans un état donné. 2, il y a une paire de qubits intriqués qui est générée. Vous voyez l'intérêt de ce satellite en orbite. Il peut envoyer ça sur 2 bases tranquillement sur Terre. Il le fait en continu. Il est là-haut, tout le monde peut le voir. Vous préparez une paire de qubits intriqués. Alice en prend un, Bob en prend un. Il reste intriqué aussi loin que l'on veut, que l'on peut en pratique. Hein. Pour l'instant, c'est 1000 km. Mais potentiellement, ça pourrait être sur des années-lumière, si on savait faire ça sur des années-lumière. On mélange, Alice fait une mesure, dite mesure de Bell, fait une mesure intelligente, astucieuse, sur son qubit à téléporter et la partie intriquée, sa partie du intriqué. Elle fait une mélange qui n'est pas l'état de l'un ou l'état de l'autre, mais qui est un mélange, une question sur les deux, une observation sur les deux à la fois. Elle transmet à Bob, comment? À vitesse luminique, enfin subluminique, en tout cas pas plus vite que la lumière. Elle transmet à Bob l'information de sa mesure, et Bob dit « Ah, puisque tu as vu ça, j'en déduis que mon qubit, ma partie intriquée, est dans cet état-là, et je le manipule. Alors si c'est des photons, c'est avec des polariseurs, c'est avec des filtres. Si c'est des électrons, c'est avec des champs magnétiques. Je le manipule, sans l'observer, je le manipule pour le mettre dans l'état qu'avait ton qubit initial. » D'accord ? Et ça a été fait en pratique, dans la réalité, aux Canaries, entre La Palma et Tenerife, en 2012, sur 143 km. D'accord ? Donc on a pu faire la téléportation de l'état d'un objet microscopique. Ça veut dire, l'objet microscopique, il est produit, il a un état superposé, et je le mélange avec un objet intriqué. L'objet intriqué, vous voyez qu'il y a le quantum channel, c'est par ce quantum channel qui est par l'objet intriqué, la partie vers Bob. Bob, il est à Tenerife, Alice, elle est à La Palma. Il y a le bit, le phi1, là, le 1 en noir entouré de rouge, c'est l'endroit, c'est le lieu de production du qubit qu'on veut téléporter. On le mélange avec une partie, 2 et 3, c'est la paire d'objets intriqués. On les mélange, elle fait la mesure de Bell, elle transmet par un canal classique, par la radio, « Salut Bob, j'ai vu tel résultat, les deux sont morts. » Ou plutôt, les deux sont dans le même état. Et à l'autre bout, je manipule le qubit que j'ai reçu pour avoir le même état que le qubit à téléporter. Initialement, il est détruit. Le qubit initial est pas détruit, mais il est modifié parce qu'il a été intriqué avec un autre et il a été mesuré, donc son état a été modifié. Donc il y a vraiment destruction de l'objet initial. Et il y a vraiment téléportation, pour le coup le mot est bien choisi, il y a destruction de l'objet initial, il n'est plus dans l'état qu'il avait, et il est reproduit identique à l'autre bout. Identique. Un qubit. Alors c'est pas un être humain encore. Hein. Alors, pour conclure, donc la téléportation quantique, vous avez compris, c'est bien différent de ce qu'a imaginé la SF. Ça transfère l'état quantique d'une particule, cet état superposé, d'un endroit à un autre. Il n'y a pas de transfert de matière, il n'y a pas de transfert d'énergie. La téléportation quantique est un processus destructif, il n'y a qu'un seul original. Le qubit initial, il a été bidouillé, donc il n'est pas dans le même état. Et à la fin, à l'autre bout, il y a un qubit qui a le même état que celui qu'on voulait téléporter. Il n'y a qu'un seul original. Elle n'est pas instantanée, parce que pour le produire à l'autre bout, il faut envoyer un message radio. Il faut parler au téléphone, il faut faire ce que vous voulez, mais à vitesse sous-luminique. Même si quand Alice fait sa mesure de Bell, sa mesure subtile, l'autre, il est instantanément dans l'état. Mais il n'y a pas de transport d'information parce que Bob, il ne sait pas dans quel état est son qubit s'il ne le regarde pas. Et surtout, il ne faut pas qu'il le regarde. Il veut un qubit téléporté. Et donc,
on lui transmet l'information dans quel état est ton qubit, et comme ça, tu sais comment le manipuler pour qu'il soit dans l'état souhaité. Et en bonus, c'est ça le truc incroyable, vous n'avez pas besoin de savoir où est Bob. Une fois qu'il est parti avec son morceau intriqué, il fait ce qu'il veut, où il veut. Tant que les deux morceaux restent intriqués, il va où il veut, et l'état sera téléporté là où il est. Il n'y a pas besoin d'avoir une boîte ici, une boîte là-bas, et ça passe de l'un à l'autre. D'accord ? C'est où il veut. Ça, c'est le petit bonus de la chose. C'est le réalisme non local de la physique quantique. Bon, là, j'ai l'impression que je vous ai un peu soulevé. C'est normal, je suis le président. Vous voyez que cette affaire de téléportation quantique, c'est non trivial. Je sais que le public des Utopiales est résistant. Je sais qu'il est savant. Je sais qu'il aime la science et la science-fiction. Donc j'ai dit, je ne vais pas hésiter. Cette conférence, je l'ai produite spécialement pour vous, parce qu'on me l'a dit, on m'a dit, ah Roland, cette année c'est le corps, tu vas nous faire la téléportation. Je dis, oula, ça va être chaud. Je pense que ça a été chaud. Je pense que vous avez vécu une expérience poétique, ça c'est le minimum, une expérience physique peut-être, au-delà de ça. J'ai essayé vraiment dans cette conférence de vous expliquer comment ça marche, au-delà de la physique quantique, ça marche et on fait de la téléportation quantique. Sinon, on était resté à un niveau de description très superficiel. C'est de la magie, on n'a rien à dire. C'est des trucs où ça duplique, il y a le paradoxe de l'identité, évidemment. Il y a le taux de transfert d'informations, on n'y arrivera jamais, ça prendra des milliards d'années. Bref, tout ça, ça ne marche pas. J'ai voulu vous parler d'un truc qui marche, qui n'est pas comme dans la science-fiction, qui est de la vraie science, mais par certains aspects, vu l'éloignement conceptuel et l'éloignement perceptif de ce monde, ça ressemble quand même à de la science-fiction un peu. Merci beaucoup de votre attention.